bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse détaillée d'une institution vraiment centrale en Afrique du Nord et au Sahel, l'armée algérienne. On va explorer ensemble les sources qui nous aident à mieux comprendre sa puissance, son histoire aussi très particulière, issue de la lutte pour l'indépendance, et puis sa manière de gérer les défis actuels. L'idée, c'est de décrypter un peu pourquoi on la cite si souvent, parmi les armées les plus importantes en Afrique et même dans le monde arabe, comment cet ADN révolutionnaire façonne encore sa vision stratégique, et comment elle compose avec un voisinage, disons, compliqué. C'est ce qu'on va regarder de près. Tout à fait. Et ce qui frappe d'emblée, je trouve, c'est cette tension un peu constitutive. Une armée qui investit énormément dans la modernisation, les équipements, les structures, Oui. tout en restant viscéralement attachée à cet héritage, à la symbolique de la guerre de libération. C'est cette interaction constante, en fait, entre le moderne et la mémoire qui forge son identité profonde. Alors, pour bien saisir les enjeux, posons peut-être d'abord le cadre, la géographie. L'Algérie, c'est d'abord une taille qui impressionne, non? Ça conditionne pas mal de choses. Ah oui, immensité, c'est vraiment le mot. Plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, c'est le géant de l'Afrique, de la Méditerranée. Carrément. Et cette taille, ça implique forcément des frontières très très étendues. Plus de 6700 kilomètres en tout. Ah oui, quand même. Rien que gérer un périmètre pareil, c'est déjà un défi stratégique majeur en soi. Et on imagine que ces frontières, c'est pas juste des lignes tranquilles sur une carte. Elles sont plutôt le théâtre de dynamiques complexes, voire dangereuses. Parlons un peu de cet environnement immédiat. Effectivement, le voisinage est, assez mouvementé. Si on regarde à l'est, il y a la Libye, un pays qui, depuis la chute de Kadhafi, peine vraiment à retrouver une stabilité. Oui, c'est un euphémisme. Ce chaos qui dure, ça représente une menace constante. Prolifération d'armes, des zones refuge pour des groupes armés, et puis toutes sortes de trafics transfrontaliers qui peuvent déborder, bien sûr. C'est une source de préoccupation sécuritaire permanente pour Alger. D'accord. Une instabilité à l'est, donc. Et si on se tourne vers le sud? Alors, le sud, c'est l'immense et très complexe région du Sahel. L'Algérie partage une frontière énorme, plus de 2300 km, avec le Mali et le Niger. Et là, c'est une zone caractérisée par une instabilité politique chronique. Des coups d'État, la présence très active de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, Oui. et puis des réseaux de criminalité organisée très forts, drogue, armes, migrants. Pour Alger, sécuriser cette frontière saharienne immense et poreuse, c'est une tâche herculéenne. Ça demande des moyens considérables. L'armée y est constamment mobilisée. Libye, Sahel, ça fait déjà un environnement régional qui demande une vigilance de tous les instants. Et pourtant, la source qu'on a analysée, elle insiste sur une autre zone frontalière, perçue à Alger comme particulièrement névralgique. Et là, oui, on touche à un point clé de la perception algérienne, tel que rapporté par notre source. Malgré les dangers bien réels qu'on vient d'évoquer en Libye et au Sahel, Oui. c'est la frontière ouest, celle avec le Maroc, qui serait considérée dans les cercles dirigeants algériens comme la plus explosive. Ah oui? Celle où le potentiel de confrontation, directe ou indirecte, est jugé le plus élevé. Explosive. Le mot est fort. C'est une perception intéressante, surtout comparée aux crises ouvertes au sud. La source va même plus loin. Elle parle d'une guerre hybride que l'Algérie penserait subir de la part de ce voisin. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce concept tel qu'il est présenté? Oui, alors cette notion de guerre hybride, vue d'Alger et rapportée par notre source, ça ne désignait pas un conflit militaire classique avec des chars, des avions. D'accord. C'est plutôt un ensemble d'actions multiformes, insidieuses, qui viseraient à déstabiliser le pays de l'intérieur, à l'affaiblir sur le long terme. Comment? L'idée, ce serait d'éroder la cohésion nationale, la capacité de l'État, mais par des moyens non conventionnels. Et concrètement, ça prendrait quelle forme, ces actions déstabilisatrices, selon cette perspective? La source donne des exemples précis. Oui, plusieurs exemples sont cités pour illustrer cette perception algérienne. Le premier, et c'est peut-être celui dont on entend le plus parler via les autorités algériennes, c'est le trafic de drogue. Ah oui. Les saisies massives répétées de hashish venant du Maroc, elles sont interprétées non pas comme un simple crime organisé, Mais comme une arme. exactement, comme une arme délibérée pour inonder le pays en ciblant particulièrement la jeunesse, pour miner le tissu social, créer des problèmes de sécurité intérieure. L'ampleur des quantités saisies est souvent mise en avant pour appuyer cette thèse d'une action organisée, tu vois. C'est une lecture très politique, en effet, d'un phénomène criminel.
Et c'est le seul aspect de cette guerre hybride perçue. Non, il y a d'autres éléments qui sont évoqués. Il y aurait aussi, toujours selon cette vision algérienne, la mise en place de réseaux d'influence D'influence. C'est-à-dire? économiques, sociaux, peut-être même médiatiques, qui chercheraient à pénétrer le tissu national pour le fragiliser de l'intérieur. On parle aussi de tentatives d'infiltration pour saper l'autorité de l'État, pour exacerber des tensions sociales ou régionales qui existent déjà. D'accord. L'objectif perçu, ce serait de créer un climat de défiance, d'affaiblir l'État algérien, sans passer par une confrontation militaire ouverte, une sorte de guerre d'usure psychologique et sociale. Donc si je résume bien cette perception rapportée par la source, pour Alger, la menace la plus pressante venant de l'Ouest, ce serait pas tant militaire au sens classique, mais plutôt une forme d'agression indirecte, continue, qui viserait les fondements même de la société et de l'État. C'est ça? C'est exactement l'idée qui ressort de l'analyse de la source. Une menace perçue comme diffuse, persistante et potentiellement plus dommageable à long terme qu'un affrontement armé direct. Et dans ce contexte tendu à l'Ouest, qu'est-ce qu'on dit des frictions plus récentes avec le voisin malien, au Sud? Comment Alger situe ça? L'analyse suggère qu'Alger aurait tendance à compartimenter les situations. Les tensions avec Bamako, même si elles sont réelles, parfois vives, Oui? elles seraient plutôt vues comme relevant des affaires intérieures maliens ou de dynamiques sahéliens spécifiques, distinctes de cette confrontation perçue avec le Maroc. Il y aurait une sorte de hiérarchie des menaces, et celle de l'Ouest semble primer dans la perception stratégique décrite. D'accord. Cette idée de menace multiforme, très focalisée sur l'Ouest, ça pose la question de la riposte. Comment l'Algérie s'organise face à ça? C'est quoi la philosophie derrière sa stratégie de défense? Eh bien, face à cet environnement complexe et à ces menaces perçues, la réponse algérienne, telle qu'elle transparaît dans l'analyse, elle repose massivement sur le concept de dissuasion. La dissuasion. Oui, l'objectif premier, c'est d'afficher une puissance militaire suffisamment crédible pour décourager toute velléité d'agression directe, d'où qu'elle vienne. Et ça se manifeste comment, concrètement, cette stratégie de dissuasion? D'abord par des démonstrations de force, très régulières et très médiatisées. Ah oui, oui. L'armée algérienne organise souvent des manœuvres militaires d'envergure avec différentes armes, terre, air, mer, souvent près des zones frontalières sensibles. Ces exercices, comme Fadjir ou Toufan, ils sont largement couverts par les médias nationaux. Mhm. Ça sert à envoyer un message clair. L'Algérie est prête, elle est capable de défendre son territoire, ses intérêts. C'est de la communication stratégique autant que de l'entraînement opérationnel, en fait. Une sorte de diplomatie de la canonnière moderne, si on veut. On pourrait le voir comme ça, ouais. Une manière de montrer sa résolution sans forcément franchir le seuil du conflit. Et puis, parallèlement, il y a un effort continu, très important, de modernisation de l'équipement. Ah oui, les achats d'armes. Exactement. L'Algérie est l'un des plus gros acheteurs d'armement en Afrique. Historiquement, beaucoup avec la Russie, mais ils diversifient aussi leurs partenaires, Chine, Allemagne. D'accord. L'accent est mis sur l'acquisition de systèmes modernes dans tous les domaines. Aviation, défense antiaérienne, marine, force terrestre. L'objectif est clair, maintenir une supériorité technologique, ou au moins une parité, avec les voisins potentiellement hostiles, et afficher une capacité de réaction rapide. Mais attention, cette posture de dissuasion, elle ne repose pas que sur le matériel. Elle est profondément ancrée dans l'histoire, dans la culture stratégique du pays. Et c'est là qu'intervient cet héritage de la guerre d'indépendance, j'imagine. L'armée nationale populaire, l'ANP actuelle, est la descendante directe de l'armée de libération nationale, l'ALN. Exactement. Le bras armé du FLN pendant la lutte contre la France. Cet héritage semble... Fondamental, c'est vraiment le mot. Cette filiation, c'est pas juste un fait historique, c'est un élément central de la légitimité de l'ANP aujourd'hui. Elle ne se voit pas comme une simple armée technique, tu vois. Non, c'est plus que ça. C'est l'incarnation de la nation souveraine, le garant de cette indépendance acquise si chèrement. Cette origine révolutionnaire lui donne un statut politique, symbolique, très fort au sein de l'État, de la société algérienne. C'est perçu de l'intérieur comme bien plus qu'une simple institution militaire. Est-ce que c'est ça qui explique cette formule qu'on entend parfois, l'armée ne se soumet pas? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Si on relie ça à la vue d'ensemble, oui. Cette expression, elle condense bien cette idée. Ça signifie que l'armée se considère comme la gardienne ultime de la souveraineté nationale. Hmm. Une souveraineté obtenue au prix d'énormes sacrifices humains pendant la guerre de libération. On parle souvent de la doctrine des martyrs.
Oui. Dans cette optique, la mission de l'armée, ça dépasse la simple défense territoriale. Ça inclut la protection de l'indépendance politique, de l'intégrité de l'État, de l'héritage révolutionnaire, contre toute forme d'ingérence ou de menace, interne ou externe. D'accord. Donc, ne pas se soumettre, c'est refuser toute forme de compromission sur ces principes fondamentaux, c'est affirmer la primauté de la souveraineté nationale algérienne. C'est une conception très forte de son rôle, effectivement. Si on revient à cette frontière ouest, la zone de tension maximale perçue par Alger, malgré l'accent mis sur la guerre hybride, est-ce que l'analyse suggère qu'Alger garde quand même une grande confiance dans ses capacités militaires conventionnelles justement pour éviter une escalade directe? C'est un paradoxe intéressant, oui, qui ressort de la discussion analysée, tout en étant très préoccupé par ces méthodes de déstabilisation indirecte. Oui. Alger afficherait une confiance notable dans la robustesse de son appareil militaire conventionnel pour dissuader une confrontation directe avec le Maroc. L'idée serait que la puissance de feu, les capacités de l'ANP sont suffisantes pour rendre le coup d'une agression classique prohibitif pour l'adversaire potentiel. La source mentionne même que l'armée marocaine chercherait activement à éviter ce contact direct, et qu'une sorte de zone tampon de fait existerait le long de la frontière. Oui, cette idée est évoquée. Ça suggère qu'il y aurait peut-être des mécanismes informels ou des précautions prises des deux côtés pour éviter les incidents de frontière qui pourraient dégénérer. Pour éviter l'étincelle. Exactement. Ce qui tendrait à montrer que, sur le plan strictement militaire conventionnel, la dissuasion algérienne est perçue, du moins par Alger selon la source, comme étant efficace. La confiance dans le hard power reste un élément central, même si la préoccupation majeure semble s'être déplacée vers ces menaces hybrides. Et tout ça, la posture de dissuasion, la modernisation militaire, la doctrine ancrée dans l'histoire, tout ça converge vers un principe absolument fondamental qui irrigue toute la politique étrangère et de défense de l'Algérie, l'indépendance stratégique. L'indépendance stratégique. Expliquez-nous un peu ce concept, en quoi ça consiste et pourquoi c'est si crucial pour Alger? Alors, l'indépendance stratégique pour Alger, c'est la capacité et surtout la volonté farouche de définir et de conduire sa politique étrangère et de sécurité selon ses propres intérêts nationaux. Sans influence extérieure. Voilà. Sans dépendre d'alliances contraignantes ou de la tutelle de puissances extérieures. C'est un rejet viscéral de toute forme d'alignement systématique, que ce soit avec l'Occident, la Russie, la Chine ou d'autres. Et ça vient d'où, cet attachement? Ça trouve ses racines directement dans l'expérience de la colonisation et de la guerre de libération. C'est la traduction politique et diplomatique de la souveraineté recouvrée, en fait. D'accord. Et quelles sont les conséquences de cette posture sur la scène régionale, internationale? Cette volonté d'autonomie donne à l'Algérie un rôle particulier. Elle se positionne comme un acteur non aligné, capable de parler à différentes parties dans les crises régionales. On pense au Sahel, à la Libye, au Sahara occidental. Oui. Coïncide pas forcément avec celle des grandes puissances ou d'autres acteurs régionaux. Ça lui donne un poids certain, celui d'une voix indépendante. Mais ça peut aussi créer des frictions, j'imagine? Bien sûr, cette posture peut aussi être source de friction. Son refus de s'inscrire dans certains cadres multilatéraux ou dans certaines initiatives sécuritaires externes peut être perçu par certains partenaires comme de l'isolationnisme ou comme un facteur de complication. Ça soulève effectivement la question de l'articulation entre cette indépendance revendiquée et la nécessaire coopération régionale et internationale face aux défis transnationaux qui sont nombreux. Oui, c'est sûr. Mais pour Alger, il semble y avoir une ligne rouge très claire. Cette indépendance stratégique n'est pas négociable. Elle est considérée comme la garantie ultime de sa souveraineté et de sa capacité à défendre ses intérêts. Et dans cette perspective, l'armée est vue comme l'outil essentiel, le garant ultime qui permet au pays de maintenir ce cap. Alors, quelle image globale se dégage de cette analyse? Si on essaye de synthétiser tout ça, on voit l'Algérie se percevoir et se présenter comme un acteur incontournable. Un pôle de stabilité autoproclamé qui s'étend de la Méditerranée au Sahel. C'est ça. Une puissance régionale consciente de sa démographie, de ses ressources énergétiques, de sa force militaire, et qui insiste énormément sur le respect de sa souveraineté. Une souveraineté forgée dans la douleur de son histoire et jalousement gardée. L'indépendance de décision apparaît vraiment comme le dogme central. C'est une excellente synthèse. Et l'armée nationale populaire est au cœur de cette image. Elle est le bouclier contre les menaces perçues, qu'elles soient conventionnelles, hybrides ou liées à l'instabilité régionale. Mais elle est aussi, et peut-être surtout, le symbole vivant et le bras armé de cette souveraineté intransigeante et de cette indépendance stratégique revendiquée. C'est une institution dont le rôle dépasse largement le cadre militaire, un vrai pilier de l'État algérien contemporain.
Ce qui nous amène tout naturellement à une dernière réflexion, qui découle de cette exploration des sources. Si l'Algérie accorde une telle importance, comme le suggère l'analyse, à sa légitimité historique issue de la Révolution, et à cette conception très forte, presque sacrée, de la souveraineté qui informe sa doctrine militaire et sa politique étrangère, Alors, quelles pourraient être les implications à long terme pour la diplomatie régionale? Comment cette posture, si profondément ancrée dans l'histoire et l'identité nationale, façonne-t-elle les interactions avec ses voisins, avec les partenaires internationaux, dans la gestion des crises complexes du Sahel ou de la Libye? Comment est-ce qu'elle dialogue avec des acteurs qui fonctionnent peut-être avec des référentiels historiques, des systèmes d'alliance ou des approches diplomatiques radicalement différents? Voilà, c'est une question qui mérite sans doute réflexion et qui continuera certainement de peser sur l'avenir géopolitique de la région.